bonjour à tous. Donc, merci d'être venus à la conférence de survie. Moi, je fais partie de Survie Paris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Survie, c'est une association qui a eu 30 ans l'année dernière et qui se bat contre les politiques mises en place par la France dans ses anciennes colonies. Donc, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau diplomatique, armé et celle des entreprises françaises installées en Afrique. Donc, il y a plusieurs niveaux d'action. On fait pas mal de recherches pour défendre nos argumentaires. On essaye d'interpeller les citoyens et les élus. Donc cette année, il y a un gros travail qui est fait sur les élections, notamment au Tchad, à Djibouti et puis au Congo-Brazzaville par exemple. On participe aussi au collectif Stop à l'état d'urgence et Stop aux interventions armées en Afrique ou ailleurs. On fait pas mal de publications et donc ça, Yanis vous en parlera un petit peu après. On a publié un collectif, un dossier de texte sur l'état d'urgence et les impostures de la guerre contre le terrorisme. Donc ça, vous pourrez passer un petit peu plus tard au stand. Dans les dernières publications, il y avait le petit guide de la France-Afrique, donc qui a été réactualisé avec une fiche par pays, par personnage clé et par entreprise. Et puis sinon, dans les autres publications, France-Afrique, la famille recomposée, qui reprend un petit peu donc, les trois grands axes diplomatie, armée et entreprise. Voilà. Et donc là, on vous propose une conférence sur les interventions armées et la politique de François Hollande en Afrique. Et donc, je laisse intervenir Yanis Thomas. Bonjour, merci à tous d'être venus. Et donc effectivement, il nous semblait extrêmement important d'intervenir sur la question de François Hollande et de sa politique guerrière en Afrique, puisque ça ne nous aura pas échappé. S'il y a bien une action que mène le président de la République, c'est bien celle d'envoyer des soldats à travers les quatre coins de l'Afrique ou du Moyen-Orient. J'en profite d'ailleurs pour dire que je ne parlerai pas de la partie Moyen-Orient des interventions françaises, étant donné que je ne suis pas totalement compétent, et que Survie s'attache effectivement à tout ce qui est ingérence et présence française en Afrique. Donc, je propose de vous faire un petit bilan des interventions militaires françaises en Afrique du quinquennat de François Hollande. Donc on va notamment parler du Mali, de la zone sahélienne et de la Centrafrique, avec l'opération Sangaris. Et puis s'il me reste un petit peu de temps, j'ouvrirai sur la potentielle opération qui se prépare en Libye, puisque je ne peux pas sans savoir que il y a une préparation en ce moment pour potentiellement intervenir dans ce pays. Donc, alors la guerre de François Hollande en Afrique, c'est essentiellement, c'est un peu le dater à l'intervention au Mali en 2013. Donc rappelez-vous, il y a des groupes armés s'étaient emparés du nord du Mali dans le courant de début d'année 2012. Des groupes armés autonomistes comme le mouvement MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, mais aussi des mouvements djihadistes se revendiquant d'un islam radical, le Mujao, Ansar-Din, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, François Hollande arrive à la présidence avec cet état de fait et avec en fait une menace directe sur un des intérêts majeurs de la France, que sont les mines d'Areva au Niger, en fait juste à côté du Mali, à peu près à la même hauteur où les groupes armés ont constitué leur sanctuaire. Et donc François Hollande va, d'abord au niveau communicationnel, annoncer qu'il n'interviendra pas, que la politique du gendarme en Afrique c'est fini, que la France n'est là que pour soutenir des forces africaines. Et le 11 janvier 2013 va déclencher l'opération Serval pour contrer une descente des groupes armés vers le sud du Mali. Alors on annoncera assez rapidement que c'est pour prendre Bamako.
Après coup, on se rendra compte qu'effectivement, il n'en avait pas les moyens et que l'objectif était plutôt la ville de Mopi et de Sévaré, qui sont au milieu du Mali, qui sont le passage clé pour accéder au nord du pays. Donc François Hollande déclenche une opération militaire qui vise initialement à bloquer l'avancée des groupes armés, et en fait qui se transforme rapidement en une reconquête massive du nord du Mali, avec un déploiement de l'ordre de 4500 à 5000 soldats, donc vraiment une très grosse opération, quelque chose de massif, l'idée étant de remettre en fait l'intégrité territoriale du Mali, ce qui ne sera pas fait en fait, puisque dans sa reconquête du nord du pays, la France va s'appuyer sur, alors très étonnamment, sur un des groupes armés qui a déclenché la crise, c'est-à-dire sur le mouvement national de l'Azawad. Et notamment, la France va permettre un retour de ce groupe armé dans le nord du Mali, qui va s'installer à Kidal, qui est un peu le fief de l'irrédentisme touareg, et donc va créer un point de fixation qui demeure encore à l'heure actuelle, et donc bloquer en partie la résolution de la crise. Mais l'opération Serval va être présentée comme une grande victoire, une écrasante victoire sur les djihadistes. Effectivement, quand on voit la puissance de l'armée française, les avions, les chars, il était quasiment impossible que ces gens-là résistent. D'ailleurs, ils n'ont pas résisté, ils ont dans leur partie fui dans les autres pays, se sont dispersés et reviennent petit à petit à l'heure actuelle, maintenant à un niveau de violence et de tension extrêmement fort dans le nord du pays. Mais la propagande officielle veut que l'opération Serval soit une brillante réussite. Les militaires se tardent d'avoir réitéré les expéditions coloniales sur Tombouctou, c'est gargarisent de cet état de fait. Bon, on verra que ce n'est pas vraiment le cas. Le problème, c'est que l'armée française ne s'est pas arrêtée au Mali, et que en août 2014, sous prétexte de guerre contre le terrorisme, et cette espèce de doctrine néoconservatrice totalement reprise par les socialistes, et notamment par Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, l'armée française va métastaser en fait dans toute la zone, dans une partie de la zone sahélienne, et notamment au Niger et au Tchad. Ça sera l'opération Barkhane, dont vous avez sûrement entendu parler. L'idée étant de créer une grande opération allant de la Mauritanie au Tchad et incluant aussi le Burkina Faso. Et donc en fait, ce qui permet très concrètement à l'armée française de s'implanter ou de se réimplanter dans tous ces pays, et notamment au Niger. Et il n'y avait jamais eu de présence militaire française depuis 1975, si mes souvenirs sont bons. Donc on est vraiment là face à un mouvement massif de reconquête militaire de nos anciennes colonies, ce qui est extrêmement préoccupant. Je tiens à préciser aussi que l'opération Barkhane est anticonstitutionnelle et très clairement illégale, puisque en vertu de l'article 35 de la Constitution, les opérations militaires françaises sont censées être déclarées par le président, par le gouvernement au Parlement sous 3 jours, et qu'au bout de 4 mois, on doit voter pour ou contre la prolongation de ces interventions pour Barkhane. Ça n'a pas été fait. Donc on est à l'heure actuelle avec une opération qui est dans un flou juridique absolu. Le fait est que Hollande a un peu institutionnalisé l'opacité, a réinstitutionnalisé l'opacité qu'il peut y avoir sur les opérations militaires en Afrique. Notamment, il n'y aura pas de publication des accords de défense qu'on peut passer avec les pays, avec le Mali, avec le Niger, alors que, étonnamment, son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui n'était pas véritablement la personne la plus progressiste, avait rendu public les accords de défense et ils étaient consultables. Hollande va revenir sur cet état de fait. Donc il y a une véritable volonté de mener une sorte de guerre cachée, qu'on en sache un petit peu le moins possible. Il y aura aussi notamment des restrictions d'accès
l'accès au nord du Mali pour les journalistes au moment de l'opération Serval. Donc limiter aussi la diffusion de l'information repasse que par les canaux officiels et un petit peu le storytelling que veulent nous en donner les communicants de l'Élysée et l'armée française. Donc l'opération Barkhane est en place depuis août 2014. Ça représente de l'ordre de 3 à 4 000 soldats quand même, ce qui est un très gros contingent, qui coûte d'ailleurs un certain prix, qui nous coûte un certain prix, pour des résultats qui sont, de l'aveu même des militaires, décroissants en fait. L'efficacité du dispositif reste encore à prouver, étant donné que notamment ça n'a absolument pas empêché le maintien de groupes armés dans la zone, de trafiquants. Toute la zone sahélienne est parcourue de convois de trafic de drogue qui alimentent les différents groupes en lutte. Et c'est un petit peu l'actualité, on a pu voir les attentats à Bamako notamment en novembre, et quasiment toutes les semaines à l'heure actuelle, les casques bleus, ce qui est une force de l'ONU qui est au nord du Mali notamment, les casques bleus se font attaquer, sautent sur des mines. Donc il reste en fait une très grande insécurité, il reste une très grande tension, et c'est un fait qui est assez peu mis en avant par la France, puisque ça remet complètement en cause son idée qu'elle a un petit peu apaisé la situation. Un des effets aussi extrêmement pervers de ce redéploiement massif de la France dans la zone sahélienne, c'est le renforcement de l'appui à des dictatures. Donc il y a eu notamment au moment de l'opération Serval une réhabilitation du Togo d'Agadema, puisque les troupes togolaises sont très rapidement venues soutenir les troupes françaises, ce qui a permis de redorer son blason. Mais il y a surtout le cas du Tchad, qui n'est peut-être pas inconnu, la dictature d'Idriss Déby, et avec l'opération Barkhane, il y a eu une franche réhabilitation de ce dictateur, étant donné que le QG de la force est installé à N'Djamena, au cœur du Tchad. Donc on combat le terrorisme en s'appuyant sur des régimes qui terrorisent leur population. Il y a eu des mouvements de contestation pas plus tard qu'il y a 2 semaines qui ont été noyés dans le sang. Il y a eu plus d'une vingtaine de morts. Donc un des effets de cette politique militaire, c'est de renforcer certaines dictatures du précaré français. D'autant plus que, à l'heure actuelle, le rôle de ce dispositif militaire est extrêmement flou. C'est-à-dire que, comme pour le Mali, on avait quelque chose d'un petit peu ciblé, on savait où on allait, c'est qu'on acquiert le Mali. Là, désormais, les soldats de l'opération Barkhane interviennent dans le nord du Nigeria aussi contre Boko Haram, vont dans le nord de la Libye aussi, potentiellement dans le nord de l'Algérie. Ça reste sujet à controverse. Mais donc la diplomatie française s'appuie un petit peu comme à la belle époque sur son outil militaire pour asseoir son influence dans la zone, puisque évidemment le fait d'avoir des soldats en très grand nombre sur son territoire amène à un poids politique et économique majeur qui est extrêmement important et condamnable. Donc voilà pour un rapide bilan de l'intervention dans la zone sahélienne. On pourra évidemment y revenir au moment des questions. Et je passe maintenant aux deuxième opération militaire française de François Hollande, qui se fait, alors là je fais l'une à la suite de l'autre. Il faut bien se souvenir que les 2 opérations sont en parallèle en fait, ce qui implique notamment au niveau des forces mobilisées et des jeux diplomatiques qui peut avoir lieu. Et donc la deuxième intervention de François Hollande sera en Centrafricain. Donc la Centrafrique est un pays assez emblématique
du précaré français, hein, les militaires ayant une présence extrêmement forte depuis des années. On se souvient que c'était des parachutistes français qui avaient renversé Bokassa en 1979 et qu'ils étaient restés dans le pays jusqu'en 1998, où ils vont partir pendant 4 ans. Ils reviendront en 2002, c'est l'opération Boilly. Et depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a en permanence des forces françaises stationnées en Centrafrique. Forces françaises qui ont eu un pic d'activité en 2006, à l'automne 2006, printemps 2007. Le régime de François Bozizé, qui était le dictateur centrafricain d'alors, étant menacé par des groupes armés venant du nord-est du pays. Et l'armée française avait été sollicitée pour aider à la reconquête, un petit peu comme ce qui s'était passé pour le Mali en 2013, reconquérir le pays. Et notamment des parachutistes français avaient dû sauter sur le nord du pays pour bloquer une offensive en 2007. Donc c'est un pays, là pour le coup, où la France a un très grand poids militaire, ce qui n'était pas le cas du Mali avant l'opération Serval. Et donc, alors là, il y a un petit point d'historique peut-être pour que tout le monde se remette la situation. En décembre 2012, une nouvelle rébellion va apparaître au nord du Mali, une coalition de rébellions en fait un petit peu hétéroclite, qui s'appelle la Séléka, c'est-à-dire Alliance en sango, qui est une des langues officielles centrafricaines. Et cette rébellion, cette Séléka, va partir à la conquête du sud et du sud-ouest du Mali, faire une descente sur Bangui, en partant du nord du pays jusqu'à la capitale. Et l'armée centrafricaine sera absolument incapable de l'arrêter. Et en décembre 2012, François Bozizé est obligé d'accepter des pourparlers avec cette rébellion qui vont lieu à Libreville, qui vont déboucher sur des accords qui le mettent un petit peu sur la touche, ce qu'il n'apprécie guère. Et donc en fait, il ne va pas appliquer ces accords. Et voyant cela, la Séléka va le 24 mars 2013 rentrer dans Bangui et renverser très clairement le pouvoir. Et donc va arriver à la tête du pays Michel Djotodia, qui était le chef de la Séléka, et qui va non pas prendre la tête de l'État, mais en fait va le détruire. En fait, il va y avoir une razzia monumentale dans Bangui, dans l'ouest du pays. Donc le pays, qui n'était déjà pas dans un très bon état, va sombrer complètement dans le chaos à partir de mars 2013. Et à partir de l'été 2013, il devient évident, la diplomatie française commence à se mobiliser parce qu'il devient évident qu'elle doit remettre de l'ordre dans ce pays de sa zone d'influence. Il commence à y avoir de très grosses exactions, notamment à partir de septembre 2013, puisque en opposition aux exactions commises par la Séléka, va se constituer une autre force belligérante, qui sont les anti-Balaka, peut-être on a déjà entendu parler, qui sont en fait là aussi un rassemblement hétéroclite de milices paysannes en fait, d'autodéfense, qui sont les milices anti-Balaka originelles, d'anciens soldats de François Bozizé, et par la suite de personnes lambda ayant subi des exactions de la Séléka ou aussi un grand nombre de pillards qui profiteront de l'occasion pour faire main basse sur des magasins, notamment de la communauté musulmane, puisque à partir de là va se créer un clivage religieux entre ces milices anti-Balaka qui sont présentées comme chrétiennes et la Séléka présentée comme musulmane. La communication française jouera notamment aussi sur le risque djihadiste en Centrafrique, pour essayer de convaincre les cœurs et les esprits français de la nécessité d'une intervention française. On va aussi évoquer un risque de génocide. Laurent Fabius va l'évoquer en novembre 2013. Il ne précisera d'ailleurs pas un génocide de qui contre qui. C'est assez rigolo puisque la situation est plutôt celle d'une guerre civile. Mais la situation devenant totalement hors de contrôle,
François Hollande décide de lancer une nouvelle opération militaire, la deuxième de son quinquennat, qui est l'opération Sangaris, alors, qui était censée être une opération coup de poing, 4 à 6 mois, le temps de passer la main à une force européenne et à une force de l'ONU. Il se trouve que le jour même du lancement de l'opération, donc le 5 décembre 2013, les milices anti-Balaka vont lancer une opération coordonnée contre Bangui, contre la capitale. Et c'est le deuxième tournant de la crise. Là, il va y avoir vraiment en quelques jours des centaines de morts et des représailles extrêmement violentes dans les quartiers entre la Séléka d'un côté et les anti-Balaka. Les Français vont débarquer au milieu de cette affaire. Alors, l'opération va au début être à peu près 1200 hommes, mais ça va très rapidement monter à 2000, voire 2500 si on compte les forces spéciales. Et la première action de la France va être de désarmer les Séléka, donc une des factions en lutte. Ce qui en fait va amener à augmenter considérablement le niveau de violence et d'exaction, puisque la communauté musulmane centrafricaine va se retrouver sans défense, puisque la communauté musulmane était assimilée aux Séléka, et donc on va avoir une recrudescence de violence et des attaques extrêmement violentes contre les musulmans centrafricains ou tchadiens notamment, qui n'auront pas d'autre choix que de quitter le pays. Il va y avoir un exil massif, une épuration ethno-religieuse, comme le mentionne l'ONU, à partir de décembre 2013 et janvier, février, mars 2014, une situation que la France sera incapable de gérer. Ce sera vraiment une guerre civile et une situation incroyable qui sera assez peu relayée en France. Les combats vont se continuer pendant toute l'année 2014. Le pays étant de facto coupé en deux entre l'ouest, plutôt tenu par les milices anti-Balaka, et le nord, et surtout le nord-est, tenu par la Séléka, qui s'est de nouveau éclatée en différentes factions, qui vont d'ailleurs s'affronter entre elles, donc une situation extrêmement chaotique. Et la France va se trouver embourbée dans cette affaire et va avoir comme principal objectif d'aller à tout prix à des élections. Ça va être le seul et unique objectif, avant toute réconciliation, avant de remettre à plat une réconciliation nationale, juger les criminels. Ça va être le leitmotiv, on va dire, de la France, alors qu'un très grand nombre d'observateurs, notamment l'International Crisis Group, mentionnaient que c'était extrêmement risqué et que ça ne réglerait pas la question. La France a eu droit finalement à ces élections en décembre 2015. Vous avez peut-être suivi, il y a eu une élection qui a amené au pouvoir pour le coup un outsider, quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui est Faustin Archange Touadéra, qui était en fait le premier ministre de Bozizé avant sa chute. Donc en fait c'est assez tragique parce qu'en fait on revient à la situation hantée. C'est assez problématique, mais ça permet aux autorités françaises comme pour l'opération Serval, d'annoncer une victoire, de dire voilà, on a permis le rétablissement de l'ordre constitutionnel, la crise est finie, tournons la page, c'est une victoire, ce qui est extrêmement problématique, puisque la crise n'est absolument pas finie. Les groupes armés sévissent toujours dans le nord-est du pays, dans l'ouest. Il y a toujours un très grand nombre de réfugiés centrafricains. Il y en a eu de l'ordre de 450 000 au plus fort de la crise. Mais il y a dans toute une partie des communautés musulmanes qui est à l'extérieur du pays. Une situation humanitaire qui est catastrophique. Mais la France s'en lave un petit peu les mains pour l'instant. Le but, c'est de dire que nous avons fait le travail et surtout que nous pouvons en partir. Puisque le but c'est d'essayer de diminuer le nombre d'hommes sur place pour les réallouer à la zone sahélienne et potentiellement à la Libye. Donc le risque, à mon sens à l'heure actuelle, c'est de croire que le dossier est fermé, qu'on oublie un petit peu cette intervention qui est extrêmement problématique dans la façon dont elle a été menée, dans les objectifs
qui ont pu être énoncées et qui est aussi notamment entachée, qui a permis de révéler une des réalités de l'interventionnisme militaire français en Afrique. Je parlais de l'affaire des viols. Vous n'êtes peut-être pas encore sans savoir que des militaires français de l'opération Sangaris sont accusés d'avoir violé de jeunes garçons à l'aéroport, sur l'aéroport de Bangui pendant tout le déroulement de l'opération. Il y a eu, le cas a été révélé, c'était en avril 2015, et dernièrement, de nouvelles allégations viennent d'être rapportées par l'ONU. Donc il y a aussi il faudra aller au bout de cette affaire, faire toute la lumière sur ces agissements, et donc il me semble primordial de ne pas passer cette opération un peu par perte et profit, puisqu'elle est extrêmement problématique. Mais dans la situation actuelle, l'attention risque de ne plus être focalisée sur ce pays, mais sur un nouveau pays, mais qui est un pays qui a fait parler de lui en 2011, qui est la Libye. Donc en 2011, Nicolas Sarkozy avait œuvré fortement pour le déclenchement de l'opération Harmattan, qui est cette opération militaire franco-britannique surtout, mais sous l'égide de l'OTAN, qui avait visé à renverser Mouammar Kadhafi en Libye, et qui a en partie conduit à la situation actuelle de la Libye, c'est-à-dire un pays complètement éclaté entre diverses milices armées, avec notamment un pays coupé en deux entre, à l'ouest, un gouvernement non reconnu par la communauté internationale à Tripoli, et à l'est, un gouvernement reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire par la France et ses alliés notamment, qui est le gouvernement de Tobrouk. Ces deux gouvernements s'affrontant pour savoir qui doit diriger le pays. Arrivant au milieu de ça, l'État islamique qui s'est implanté à Sirte, dans l'ancien bastion de Kadhafi, donc qui était une ville qui avait été laissée pour compte après l'intervention de 2011 du fait que ce soit un bastion kadhafiste. Et donc il y a une montée en puissance de l'État islamique dans cette zone qui effraie les Européens. Et donc depuis de longs mois maintenant, notamment Jean-Yves Le Drian tente désespérément d'aller vers une intervention militaire en Libye, en fait une sorte pas de match retour, mais de seconde manche, et donc de réintervenir, alors, probablement sous la même forme que l'opération Harmattan, c'est-à-dire des frappes aériennes en soutien à des milices sur place, et dans le sud du pays, très probablement des interventions de forces spéciales qui sont déjà dans la zone. Je crois que Le Monde a révélé, c'était le 25 février, que des forces spéciales françaises étaient présentes en Libye et œuvraient aux côtés des forces du général Haftar, qui est rattaché au gouvernement de Tobrouk. Donc on est potentiellement à l'aube d'une nouvelle intervention militaire française en Afrique, en Libye, avec là encore des objectifs qui sont pour le coup assez flous, et surtout des objectifs politiques à déterminer. La lutte contre l'État islamique, contre le terrorisme étant le seul leitmotiv de la politique étrangère française en ce moment dans le pays. Donc voilà pour ce petit point sur les interventions militaires françaises sous l'ère de François Hollande. J'espère avoir été clair. Je ne sais pas si j'ai été. Et je vous passe désormais la parole pour revenir sur des éléments que vous n'aurez pas compris, sur des ajouts, le débat. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Les 4 pages, tu en as. 4 pages, si tu veux. Je ferai une page de pub à la fin. Oui, je voulais vous demander si vous pourriez
mot sur quelles sont les raisons finalement pour lesquelles le gouvernement de Hollande est allé intervenir dans ce pays. Enfin, les raisons selon vous, au-delà de ce que eux, Hollande, quand il va au Mali, quand il va en Centrafrique, maintenant quand il va en Libye, vous avez parlé des raisons que le gouvernement donne en disant que c'est pas forcément très clair, très convaincant, donc quelles sont d'après vous les raisons? Ensuite, je voulais vous demander si pour vous il y a un lien entre ces différentes interventions ou s'il faut les considérer comme des dossiers complètement séparés, le cas du Mali, de la Centrafrique et de la Libye. Et le dernier point, c'est encore à votre avis, comment expliquer que ici, en France, je veux dire, l'opinion publique s'intéresse tellement peu finalement à ces interventions, enfin du moins c'est mon impression qu'on en parle quand même très peu dans les médias, même je pense par exemple aux journaux télévisés, etc. Je pense pas qu'on en parle beaucoup. Et j'ai l'impression que les gens s'y intéressent pas énormément et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc là encore, c'est vraiment votre avis que j'aurais aimé avoir là-dessus. Alors sur les raisons de l'intervention, comme je le mentionnais dans le cas du Mali, il y a véritablement un enjeu stratégique en termes d'approvisionnement, qui est le risque que la sanctuarisation de groupes armés pouvait avoir sur la mine d'Arlit, la mine d'uranium d'Arlit au Niger, qui est un c'est ce qui c'est un tiers de l'uranium extrait par Areva dans le monde. Donc c'est quand même extrêmement important. On dépend pour mon éclairage de cette manne. Donc effectivement, il y a cet aspect ressources qui est non négligeable et qui dirige un petit peu à mon sens toute l'opération dans la zone sahélienne. Pour le cas de la Centrafrique, c'est plus compliqué, puisque Areva dispose d'une mine d'uranium aussi en Centrafrique, qui est la mine de Bakouma, mais qui est une mine qui a été abandonnée, qui est quasiment inexploitable en l'état. C'est une mine qui fait partie des actifs rachetés en 2007 par Areva à la société sud-africaine Uramine. C'est une société qu'Areva a rachetée à un prix astronomique et qui en fait se révèle être une opération complètement foireuse, il faut le dire. Les gisements en question étant inexploitables, c'est le cas de la Centrafrique, ou alors avec un teneur en uranium complètement extrêmement pauvre, ce qui est le cas d'un gisement en Namibie. C'est un véritable scandale. Ça a coûté à peu près 3 milliards à Areva, c'est-à-dire à nous, pour le côté français. Donc c'est pas cet aspect-là qui est le plus important. À mon sens, c'est l'aspect puissance de la France qui est en jeu. C'est-à-dire que la Centrafrique est un pays du précaré français, ça fait partie de sa zone d'influence en Afrique, elle se doit d'intervenir. De la même façon qu'au Kenya, ce sont les Britanniques qui interviennent. Nous, par exemple, le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud sombre lui aussi dans une extrêmement violente guerre civile. À aucun moment, vous n'avez vu François Hollande dire qu'on allait intervenir au Soudan du Sud. Effectivement, ce n'est pas notre domaine de compétence, cela relève de la zone d'influence américaine. Ils se sont occupés. Nous, il y a des problèmes dans notre zone d'influence. La France, pour maintenir son aura de puissance et son poste au Conseil de sécurité de l'ONU, est poussé à intervenir pour une pure question effectivement de rapport de force et de puissance et de renommée internationale. Donc je pense que c'est un des aspects qui guide vraiment l'intervention. C'est ce qui fait aussi qu'elle a été assez mal préparée, très mal préparée, que même sur le terrain les soldats étaient mal équipés. C'est vraiment d'un point de vue technique un assez gros fiasco. Mais c'est un peu l'opération mal aimée même parce que le pays en lui-même n'est pas au cœur des préoccupations françaises, étant donné que le fameux risque djihadiste qu'on avait tant évoqué ne s'est jamais manifesté en fait. Depuis le déclenchement de la crise en 2012, il n'y a pas eu d'installation d'un califat par exemple, dans le nord du Mali. À la rigueur, quand une faction de la Sénéca a déclaré la partition du pays, ils ont déclaré une république du Lobon, qui n'avait rien à voir avec un califat. Donc on est vraiment dans une histoire de puissance. Si c'est sur ces deux opérations. Alors pourquoi c'est méconnu en France? Alors effectivement, de façon générale, les gens sont
peu sensibilisés en France à l'action de la France diplomatique, même à l'extérieur, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. Nous, on est spécialisés sur l'Afrique, il y aurait des choses à dire sur les liens avec le Kazakhstan, avec plein d'autres pays en fait. Mais c'est un sujet qui intéresse assez peu nos concitoyens, et puis surtout on donne peu envie de s'y intéresser. Le peu qu'on peut avoir de reportages par exemple à la télé, c'est généralement des trucs complètement glorificateurs de l'intervention au Sahel. C'est les journalistes embarqués aux côtés des soldats, ou l'équipe de France 2 qui va filmer le saut en parachute sur Tombouctou pendant c'était Gao je crois. Donc voilà, une mise en scène en fait des interventions qui relèvent de la propagande en fait. Puis c'est bon, il n'y a pas d'où notre travail qui est d'interpeller notamment un journal qui s'appelle Billet d'Afrique, un mensuel, où on essaye d'alerter l'opinion publique sur la réalité des agissements et les éléments, mais les sous-jacents en fait de ces interventions, ce que ça implique. Je vous avais juste demandé le lien. Les liens entre les opérations, alors effectivement, parce que je fais le point. Il n'y a pas de lien à proprement parler. Il y en a un notamment qui peut être fait avec le Tchad, puisque notamment le Tchad est un pivot à l'heure actuelle de la politique française en Afrique, et le Tchad va soutenir massivement l'intervention française au Mali, envoyer 2000 hommes pour accompagner les Français. Et il se trouve que la Séléka, la rébellion qui a ravagé la Centrafrique, a d'extrêmes connexions avec le Tchad. Notamment, les plus hauts dirigeants ont pu combattre aux côtés d'Idriss Déby en 2008. Et il y a des liens extrêmement forts entre la Séléka et le régime tchadien. Donc, le lien qu'il peut y avoir, c'est notamment, c'est une interrogation. Il se trouve que 5 jours avant le début de l'offensive de la Séléka, il y a une rencontre en tête-à-tête entre Idriss Déby, le dictateur tchadien, et François Hollande. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un deal avec la France laisse Idriss Déby renverser François Bozizé en Centrafrique en échange d'un soutien d'Idriss Déby pour l'intervention française au Mali. C'est le lien qui peut potentiellement être fait. C'est bien évidemment pas la teneur de la discussion en tête-à-tête, mais la proximité des événements amène à se poser la question, à se poser cette question à mon avis. Bonjour, je m'intéresse particulièrement aux problèmes centrafricains et j'avoue que les explications, en tout cas les hypothèses que vous avez avancées, me laissent un peu sur ma faim parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'un pays comme que ce pays-là où la France a toujours été, comme vous le dites, très présente, que les rébellions soient apparues de façon spontanée, même contre le président Bozizé qui a priori est avec le soutien de la France. Alors moi, j'aimerais partager avec vous et avoir votre opinion là-dessus, sur une hypothèse que j'ai lue à plusieurs reprises dans des médias un peu, que je qualifierais d'indépendants. Il semblerait que, alors je mets bien en conditionnel, que le président Bozizé, en tout cas c'est ce que la rumeur, je ne sais même pas si on peut parler de rumeur, je ne sais pas. J'entends tellement de propagande à droite et à gauche que finalement, je pense qu'elle se valent toutes. Il semblerait que le président Bozizé, arrivé au pouvoir, pensait avoir plus de marge de manœuvre pour pouvoir gérer ce pays, et qu'il se soit retrouvé donc face à un État aux poches beaucoup plus vite que prévu, et qu'il aurait souhaité que l'État français exploite l'uranium, lui permette d'exploiter l'uranium pour les faire entrer quelques recettes fiscales. Ce à quoi Areva ou l'État français, enfin peu importe parce que finalement c'est la même chose, aurait donc opposé une fin de non-recevoir
Et il se serait donc tourné vers la Chine, ce qui aurait eu le don de provoquer le courroux de l'Élysée. Que pensez-vous de cette hypothèse? Deuxièmement, là aussi j'aimerais bien qu'on explique ça. Michel Lotto-Dirignani, qui l'a financé? Moi je me souviens avoir vu son porte-parole s'exprimer à la télévision française depuis Paris. À la télévision française depuis Paris. Depuis quand la France abrite des rebelles? Sauf s'ils sont de ton côté. Depuis quand? Merci. Alors, sur le côté rébellion spontanée, effectivement la rébellion n'est pas spontanée puisque une grande partie de la Séléka, et notamment la faction dirigée par Michel Lotto-Dia, est celle qui a fait le coup de poing en 2006-2007, l'événement que je pouvais parler. Il y a aussi toute une partie qui sont des Soudanais, les milices Janjaweed soudanaises, qui en ont profité pour piller le pays. Et effectivement, il y a un soutien du Tchad, là pour le coup. Donc, c'est pour le coup pas spontané. Il y a une base arrière. Qui est derrière le Tchad? Le Tchad peut être derrière lui-même, je pense. Mais après, quel est le poids de la France sur cette rébellion où, effectivement, vous évoquiez le cas du porte-parole de la Séléka, c'était Charles Mérimassi, qui effectivement a pu résider en France et prendre la parole sans qu'il ne soit inquiété le moins du monde, ce qui est, je suis absolument d'accord, complètement préoccupant et pose effectivement question des liens et d'une certaine, comment dire, c'est pas une bienfaisance, c'est une bienveillance, merci, une bienveillance manifeste de la France vis-à-vis de la Séléka. J'en profite pour noter une certaine bienveillance aussi vis-à-vis de soutien de François Bozizé. La France a accueilli notamment un personnage qui s'appelle Lévi Yakété, qui est un type qui a été placé sur la liste des sanctions du comité des sanctions de l'ONU, donc ses avoirs ont été gelés, il a une interdiction de voyager. Il se trouve que ce type-là résidait en France, alors qu'il avait un dossier à charge contre lui, comme quelqu'un qui activement nuisait aux droits humains en Centrafrique. Il n'a jamais été interpellé et il est mort à Saint-Malo dans un accident de voiture en septembre 2014. C'est extrêmement trouble, là aussi, les liens à établir entre Bozizé et la France avec ce personnage-là. Donc il y a effectivement je ne suis malheureusement pas au courant de tout, mais il y a des manœuvres ou des intermédiaires extrêmement troubles dans cette affaire. Sur la question de la volonté d'exploiter l'uranium de Bakouma, effectivement, c'est sûrement une volonté de Bozizé. Bozizé s'est enrichi très probablement personnellement avec le rachat du Ramin. Il y a eu il a notamment fait payer à Areva un avenant, puisque les gisements acquis par Areva en fait n'étaient pas les plus intéressants du domaine, et donc il a fallu qu'ils élargissent, et François Bozizé a fait payer s'est engraissé sur cette mobilisation. Sur la Chine, effectivement, j'ai pas d'informations. Par contre, la Chine était présente sur le pétrole centrafricain. C'est la compagnie nationale des pétroles chinois qui faisait des explorations avant le début de l'intervention de la Séléka dans le nord du pays. Et donc des explorations qui mettent potentiellement à mal les réserves pétrolières tchadiennes, puisque le Tchad a des ressources pétrolières dans le sud de son territoire, et en fait les gisements sont réputés s'étendre des deux côtés de la frontière. La géologie se fout complètement de lignes qu'on peut tracer, et donc en fait toute exploration que pourrait faire la Centrafrique et l'exploitation du pétrole centrafricain serait autant de prix sur les réserves tchadiennes. Donc effectivement là il y a un vide. Le fait notamment la Séléka a effectivement stoppé toute exploration, et ce qui est bien arrangeant pour le Tchad. Donc il y a un aspect ressources, mais sur le poids ou une volonté de la Chine d'exploiter l'uranium, après pourquoi pas, il faut oublier que sur les questions nucléaires, à l'heure actuelle, je crois que sur le dossier Areva, on se tourne vers la Chine pour qu'ils investissent dans Areva, dans une société française. Donc la question c'est quel est le conflit, quelle est la coopération qu'on peut avoir
avec la Chine, effectivement, il y a cette idée de la Chine, pic départ de marché à la France en Afrique. C'est à relativiser. Des fois, on s'arrange assez bien, en fait. On partage les risques et ça peut en fait du business. Bonjour, vous aviez dit que dans le cadre du programme Berkane, une intervention militaire avait été prévue au nord de l'Algérie. Ça m'a un peu étonnée et j'aimerais bien savoir si vous pouviez nous en parler davantage. Merci. Alors, il ne s'agit pas d'une opération qui était prévue au nord de l'Algérie, c'est qu'en fait, il y a eu un décret technique concernant les droits à la retraite des militaires engagés dans Barkhane et notamment de ce qui pouvait arriver à si les militaires mouraient en opération et il était listé un certain nombre de territoires sous lesquels la famille pouvait avoir droit à des aides, les territoires en question étant beaucoup plus larges que l'opération Barkhane qu'on nous annonce. Il y avait notamment l'Algérie, la Libye et le Nigeria. Donc probablement qu'il y a des troupes, des forces spéciales françaises qui sont dans le nord de l'Algérie, en accord peut-être avec l'Algérie. Il y a toujours une petite conflictualité tout de même entre la France et l'Algérie sur ce territoire. Hein. Il y a vraiment un jeu d'influence. Donc il y a une présence française, mais il n'y a pas une volonté de, on ne va pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'y a pas une volonté d'attaquer le nord algérien. Hein. Ce qui pourrait paraître, c'est en jamais. Mais ce qui pourrait par contre être le cas, dans le cadre d'une intervention en Libye, il est très probable que, quasiment officiellement, il y ait une projection de force dans le sud libyen. Ce qui serait quasiment logique, puisque les forces françaises sont désormais très proches, notamment dans le nord du Niger, sont très proches de la frontière et on passe le pas régulièrement. Précision. Essayez de vous lever, parlez fort. Bonjour, moi je m'intéresse plus particulièrement au Gabon et pour le travail remarquable pour sensibiliser l'opinion publique, je pense qu'ici la société française est déjà sensibilisée au niveau de ce qu'est le terrorisme, pour l'avoir vécu de première loge. Je pense que nous sommes nombreux à être traumatisés. J'aimerais simplement savoir si vous comptez faire quelque chose pour sensibiliser sur la coopération militaire qu'il y a quand même avec ces dictateurs qui ne sont rien d'autre que des terroristes auprès des citoyens, auprès de leur population. Et ils vivent, quant à eux, des actes très forts de terrorisme au quotidien pour certains. Il y a toute forme de répression. Au Gabon, des armes chimiques, ce qui est formellement interdit à l'échelle internationale. Et donc, il y a un grand paradoxe, à mon sens, dans ces coopérations militaires, certes pour lutter contre le terrorisme à l'international, que ce soit contre l'État islamique ou autre, et que d'incohérence que de voir un Ali Bongo, pour ne pas le nommer, ce monsieur, pas élu comme on l'entend, comme l'a signalé le Premier ministre Valls à la démission de l'État couché, qui soit consulté pour faire les médiateurs et prôner la paix au Burundi. Que de paradoxes et que d'incohérences. Que dire là-dessus? Est-ce que la société française s'intéresse à savoir un peu plus dans quel sens s'implique la France dans ces coopérations avec des personnes qui sont, à mon sens, que des terroristes? Ou est-ce que c'est nous qui les percevons comme tels et ils sont perçus comme autre chose ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en pensez? Et tout à fait, alors c'est vrai qu'un de nos axes de travail à l'heure actuelle, c'est effectivement tout ce qui est coopération militaire avec tous les pays du Pré-Carré, avec le Gabon, avec le Congo, avec Djibouti, avec le Tchad, et notamment, très bien, nous sommes en train de faire une campagne d'interpellation. Notamment, alors je suis désolé, c'est pas sur le cas du Gabon, mais nous appelons les députés à interpeller le nouveau ministre des Affaires étrangères pour lui demander d'arrêter toute coopération sécuritaire avec. Alors là, c'est pour le cas du Tchad. Donc on est en train de monter une campagne. Si vous êtes intéressé, je vous invite à inscrire votre adresse sur sa feuille. On a un stand dans la salle là-haut.
Mais donc effectivement, on essaye à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'il y a des exactions au moment des élections et ça, de rappeler que effectivement la France a tel généraux détachés auprès du commandant de la gendarmerie gabonais, congolais, et c'est un de nos axes de travail, avec cette dénonciation, comme je le dis aussi, de s'appuyer sur des terroristes pour soi-disant pour combattre le terrorisme, ce qui est une aberration. Et ce qui est extrêmement grave. On essaye de dénoncer, comme vous, effectivement, ce paradoxe et ce que ça implique de matraquage des populations et de blocage du changement démocratique. Donc effectivement, on est complètement dans cette dynamique. Des ventes d'armes ou le soutien militaire à des groupes comme par exemple lors de la chute de Kadhafi, il y a des armes qu'on avait données ou vendues à Kadhafi qui se sont retrouvées dans les groupes que finalement la France a combattus, ou en Syrie il y a eu aussi des groupes que maintenant on combat auxquels on a donné des armes pour Saddam Bachar al-Assad. Tout veut en dire plus, c'est des ventes ou des grosses armes. Et que deviennent les armes alors effectivement, vente d'armes, livraison d'armes qui sont plutôt dessus, parce que notamment en vente d'armes, nos grands clients à l'heure actuelle sont aussi des régimes extrêmement critiquables que sont les pétromonarchies du Golfe, avec un respect des droits de l'homme que l'on connaît. Mais pour ce qui est des livraisons d'armes, et notamment dans le cas de la Libye, c'est effectivement des armes sur lesquelles on n'a eu aucun contrôle. En fait, on a livré des armes, notamment dans le Djebel Nefoussa, une partie dans l'est de la Libye, des armes qui sont tombées entre les mains de milices qui désormais sont en fait liées au gouvernement, non reconnues par la communauté internationale. Donc on a très clairement armé des individus qui sont désormais contre nous. Et je crois qu'on a aussi potentiellement retrouvé des armes au Mali où de toute façon, à partir du moment où on nous donne des armes, elles peuvent se retourner contre nous. C'est un calcul court-termiste. Et donc, c'est dans le cas de la Libye, en plus déjà des arsenaux de Kadhafi qui ont été pillés par tout un chacun, effectivement, on a pu livrer notamment des missiles Milan, des missiles anti-chars qui sont quand même assez performants et qui pourraient se retrouver sur d'autres théâtres et se retourner contre nous, en fait, effectivement. Mais je ne crois pas que la pratique ait changé. Je crois qu'on est toujours sur le même principe. Après, sur l'aspect vente d'armes, nous, on avait particulièrement critiqué de ce qui s'était fait, tout ce qui est le lien avec l'Égypte, du général Al-Sisi, avec ce type qui fait un coup d'État validé par des élections soviétiques et qui après a tiré massivement sur la foule. Quand même, je ne suis pas totalement d'accord avec les opposants, mais il n'empêche qu'il y a une violation massive des droits de l'homme et certains personnages à qui on a refourgué des bateaux de guerre capables de se projeter. C'était pratique, on ne pouvait pas les vendre aux Russes, donc on a été obligé de les revendre à quelqu'un qui le voulait bien. L'Égypte était là pour ça. Je crois qu'il y a aussi une vente de Rafale, qui est d'avions de chasse, qui est en cours. D'un certain côté, ces dictatures achètent le silence de la France avec des ventes d'armes, puisque ça fait des emplois, et donc, mais ce qui est encore une politique complètement court-termiste, qui est aberrante et qui nous amène véritablement droit dans le mur, puisque soutenir des régimes dictatoriaux ne sera jamais la solution, et on n'est pas, c'est contraire à toutes nos déclarations. Donc voilà, je ne sais pas plus sur les livraisons d'armes, je sais le voir en Centrafrique, mais sur le lien qu'il y aura avec des groupes armés, par contre, dans le cadre du Mali, il y a eu il y a encore un très fort lien entre la DGSE, donc entre les services secrets français, et toute une partie, certaines tribus Touareg notamment, qu'on a plus ou moins aidé dans les années 90, en leur filant des téléphones. Donc il y a des connivences qui existent entre les services secrets et des groupes qui sont déstabilisateurs du nord du Mali.
tout au fond d'abord. Quelqu'un qui n'a pas pris la parole. J'avais juste une question là. Visiblement, les interventions françaises, les dernières, ne sont pas très efficaces par rapport au but affiché, du moins par la France. Après, le reste, c'est pas faux. Mais est-ce qu'on a moyen de savoir combien ça nous coûte? Ou est-ce que c'est secret défense? C'est-à-dire par opération, Barkhane, machin. Est-ce qu'on a moyen de savoir ce que ça coûte au contribuable français et comment on peut intervenir pour avoir un réel contrôle de ça et protester? Je ne sais pas, parce que on fait des choses en notre nom qui en plus ne servent à rien, enfin officiellement. Alors sur le coût des opérations, c'est public, c'est en partie public, ça dépend, des fois ils le révèlent, des fois ils ne le révèlent pas. C'est est budgété tous les ans 400 millions d'euros pour les opérations extérieures françaises, ce qui est un montant qui est volontairement sous-évalué, parce qu'on est à 1,2 milliard en fait, depuis 4 ans. Le but étant que la différence entre les 450 millions et les 1,2 milliard sont financés par ce qu'on appelle la solidarité interministérielle, c'est-à-dire qu'en fin d'année, tous les ministères mettent au pot commun, donc la santé, l'éducation, tout le monde paye une partie, son écho pour combler ce trou-là en fait. Ce financement des opérations extérieures françaises qui coûte moins à la défense. Donc l'argent de la défense est économisé. J'essaie de retrouver, je crois que l'opération Barkhane, c'est de l'ordre de 800 millions par an ou quelque chose comme ça, et avec une opération qui est partie pour durer. On parle d'une dizaine d'années, donc c'est en milliards en fait que ça va chiffrer. Et la question sera, mais si on avait utilisé autrement ces milliards, qu'est-ce qui se serait passé? Notamment si on avait travaillé sur les causes, notamment de l'émergence de ces groupes armés qui sont en partie la misère, notamment. C'est là-dessus que ça peut jouer. Je crois que sur l'opération Sangaris, c'est moindre, mais c'est de l'ordre de 300 millions, avec maintenant en plus l'opération Chamal, donc en Syrie et en Irak, qui elle aussi a un budget extrêmement important, parce que ces avions, ça coûte extrêmement cher, avec en plus un petit effet. Deuxième tour, c'est que le déploiement de matériel militaire dans la zone, dans le désert, en fait, use le matériel d'une façon colossale. C'est pour les hélicoptères, les machins. Et donc, en fait, dans 5 ans, on va se retrouver à devoir racheter un nombre considérable de matériel, et donc ça augmentera d'autant le budget de la défense par rapport aux autres budgets. Il y a un vrai poids de cette politique guerrière. Cette fois, j'ai changé de pays. On vote aujourd'hui au Bénin. Je pense que vous êtes au courant qu'un candidat est très controversé là-bas. En l'occurrence, il s'agit de Lionel Zinsou. Ceux qui s'opposent à lui, ou plutôt je dirais que ceux qui le soutiennent, avance entre autres que ses adversaires sont outrés par le fait qu'un métis se présente. Je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce que vous savez de Lionel Zinsou? Est-ce qu'on a raison de penser qu'il est l'homme de la France-Afrique, ou en tout cas l'homme de la France? Je ne suis pas spécialiste du Bénin. Alors, Lionel Zinsou, c'est un ancien banquier d'affaires de la banque Rothschild, qui était avant en charge, je crois que c'est Rothschild Lazare, mais il est en charge notamment de la grande distribution, je crois, chez Rothschild. Donc c'est un banquier d'affaires qui a été dans les cénacles du pouvoir dans les années 90 en France, quelqu'un de très inséré dans la technocratie financière française. C'est quelqu'un qui a aussi été à la tête de la fondation Afrique-France, je crois, une espèce de fondation fondée par François Hollande, censée renouveler les relations entre la France et l'Afrique. Effectivement, c'est quelqu'un qui est complètement dans la lignée France-africaine. Il est très proche du pouvoir français. Donc, alors, sur la question du métissage, évidemment, personnellement, je suis incompétent. C'est un argument. Le fait est que si ce personnage est élu,
ça sera effectivement un banquier d'affaires avec l'idéologie de sa véhicule qui sera à la tête du pays. C'est un risque, à mon sens, assez important, mais c'est effectivement quelqu'un qui ne remettra pas du tout en cause cette histoire de l'influence française en Afrique, à mon sens. Il est extrêmement connecté avec les élites françaises. D'autres questions? Actuellement, c'est pas seulement la France qui intervient au Mali ou en Centrafrique. Et chacune de ces interventions ont été suivies de certains d'autres pays qui ont été chapeautés par la France et qui ont repris partiellement ou qui ont repris des interventions. Alors, c'est assez fou. Moi, j'étais parfois très étonnée de voir combien de pays interviennent au Mali. Il y a toute une liste. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors, au Mali, c'est normal qu'il y ait un grand nombre de pays qui interviennent, puisqu'il y a déjà 2 missions internationales en plus de la France. Il y a une mission de formation de l'armée malienne, qui est l'EUTM Mali, qui est un truc sous l'égide de l'Union européenne, et qui est donc fait par les Espagnols, les Allemands, donc les Français pendant un temps. Donc tous les pays européens envoient des militaires au Mali pour former l'armée malienne. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et au Mali, il y a la MINUSMA, donc la force de l'ONU, qui là aussi est constituée, c'est sur son nom, d'ailleurs des Néerlandais, des Pakistanais, comme toute troupe de l'ONU. En fait, un très grand nombre de contingents divers et variés. Dans le cas de la Centrafrique, il y a donc aussi une mission de l'ONU, avec des contingents, alors pour le coup pas mal de pays de la sous-région, des gens de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Gabon, notamment la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, où les troupes sont accusées d'exactions de violences sexuelles, de torture de façon récurrente. Hein. Ils viennent notamment de se remettre en quarantaine et ils ne seront probablement pas renouvelés. Du fait de ce grand nombre d'exactions. Il y a eu aussi en Centrafrique une mission européenne qui était un petit peu le garant pour la France de dire que son opération, son guerrier, n'était pas unilatéral en fait. Essayer de casser cette image de gendarme de l'Afrique qui colle la peau. C'était une opération pour le coup fort modeste, puisque le plus gros contingent était français et le deuxième plus gros contingent était géorgien. Il n'y avait rien à voir avec l'Union européenne, mais il n'y avait aucun pays européen qui voulait aller s'embringuer dans cette histoire, les Espagnols un petit peu. Mais à l'heure actuelle, l'opération a été démontée, il n'y a plus que quelques officiers qui là encore montent un embryon de centre de formation pour la future armée centrafricaine. J'en profite pour dire aussi qu'à côté de ça, il y a des Américains qui sont présents, notamment au Burkina Faso et au Niger, avec notamment, alors c'est vraiment extrêmement discrète, hein, c'est toujours la France qui est mise en avant, mais il y a une présence de drones, notamment de surveillance américains à Niamey. Il se trouve que les drones que la France a achetés sont aussi des drones américains, donc c'est pratique, on mutualise les coûts d'entretien, les personnels, c'est des boîtes privées hein, qui font l'entretien c'est General Atomics qui fait l'entretien des machines. Mais donc il y a une présence américaine qui est pas oubliée. Il y a une présence américaine aussi en Centrafrique, qui est alors la Centrafrique, c'est une espèce de triangle. Dans cette zone au sud-est de la Centrafrique, à Ogo, il y a qui sont annoncées une centaine de forces spéciales américaines qui sont censées épauler des forces ougandaises dans leur lutte contre la Lord Resistance Army, qui est cette rébellion ougandaise d'une extrême violence qui date depuis les années 80. La spécialité est de kidnapper des enfants pour faire des enfants soldats. Et donc des troupes américaines sont stationnées en permanence. Elles ne font probablement pas que lutter contre la Lord Resistance Army.
Cette zone est une zone de transit vers l'Afrique, vers la République démocratique du Congo, toute la zone des Grands Lacs, et extrêmement limitrophe du Soudan du Sud, qui est actuellement en guerre civile. Donc les Américains se servent de ce pied à terre. C'est un peu leur zone d'influence. D'ailleurs, en Centrafrique, l'opération française n'a jamais voulu pousser jusqu'à ce point-là. C'est une cordiale répartition des rôles. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, aux côtés de la France, interviennent dans une manière un certain nombre de pays. Et j'en profite pour mentionner que notamment la France, malgré ce qu'elle annonce souvent, le présente comme intervenant sous mandat de l'ONU, ce qui dans l'esprit de tout le monde pense que les soldats français portent un casque bleu et c'est absolument faux en fait. Il y a des forces de l'ONU commandées par la chaîne hiérarchique de l'ONU, et à côté, il y a les troupes françaises qui gardent une totale autonomie et une totale indépendance en fait. Donc on est dans une volonté de toujours garder la main sur l'agenda politique, de pouvoir intervenir, et ce qui dénigre aussi en grande partie les interventions de l'ONU. Et donc il y a ce double langage un petit peu de la France qui vient intervenir sous mandat de l'ONU, mais qui en fait en réalité n'a quasiment, je crois, une cinquantaine de soldats dans les forces de l'ONU en Afrique. C'est généralement les chefs d'état-major des forces. C'est-à-dire que, par exemple, au Mali, vous avez le chef global de l'opération, à l'heure actuelle, ça doit être un Tchadien, et en fait, le chef d'état-major est français. En Centrafrique, c'était pareil. Celui qui dirigeait concrètement comment étaient planifiées les opérations, c'est un Français. Donc ça permet une influence discrète, à peu de frais, sur l'opération de l'ONU, et de garder à côté une opération, les troupes françaises mobilisables à souhait. Et on va peut-être passer, on va passer à la page de pub. Si vous n'avez pas d'autres remarques, on peut continuer à discuter en aparté. Alors j'en profite pour faire la promotion de mon livre. Je viens de commettre un ouvrage donc, sur la Centrafrique tout particulièrement, qui s'appelle Centrafrique, un destin volé, histoire d'une domination française, qui reprend en fait un historique de l'ingérence française en Centrafrique depuis la colonisation, sur l'ère Bokassa, puis avec un focus sur la crise actuelle, et aussi un focus sur la question des ressources naturelles, l'uranium, le bois, le pétrole, histoire d'éclairer un petit peu le poids de la France dans ce pays. C'est un livre qui va paraître aux éditions Agone, et ce sera le 15 avril. Donc si vous êtes intéressé par la question, évidemment, je vous invite à le commander, ou vous le trouverez sur nos tables de presse. Donc c'est un dossier noir sur la politique de la France en Centrafrique. Et Julien, tu veux rajouter quelque chose sur les feuilles circulent, et puis évidemment on a un stand à l'étage. Donc voilà, on a le stand, et puis n'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous avez d'autres questions ou des remarques. N'hésitez pas, et merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'est toujours plaisir, et merci pour les organisateurs de nous avoir invités.